Bonsoir à tous. À la une de ce journal, tollé de réaction face à l'opacité décriée dans la gestion financière de la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus, alors que les enquêtes judiciaires sont attendues pour déterminer et identifier les auteurs de malversations financières. Des acteurs politiques et acteurs de la société civile montent au créneau pour dénoncer des soupçons de surfacturation et de détournement de deniers publics à travers des mécanismes bien huilés. Des révélations choc à suivre au cœur de ce journal. Le décès du président Idriss Déby Itno a-t-il entamé le moral des soldats tchadiens engagés sur le front de guerre contre le terrorisme dans la zone des 3 frontières? Le président du conseil militaire de transition, le fils du défunt Idriss Déby Itno, s'y est rendu. Écho d'une première sortie hors du cadre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore des étudiants camerounais en détresse à l'étranger. Cette fois-ci, c'est devant l'ambassade du Cameroun en Tunisie qu'ils ont manifesté leur colère. Réunis devant cette ambassade, ces étudiants se plaignent de ne pas avoir reçu leur bourse qu'ils devraient en principe percevoir depuis près de 4 ans. En l'absence de cette bourse, ils sont dans une situation de détresse. Cela impacte sur leur capacité à suivre les cours et à survivre dans ce pays d'Afrique du Nord. Le récit des faits avec Gladys Sidier. Le cri de détresse des étudiants camerounais boursiers en Tunisie. Ils envoient un message aux autorités durant une manifestation devant le siège de l'ambassade du Cameroun en Tunisie. La principale revendication, c'est le paiement des bourses d'étudiants qu'ils n'ont pas perçues depuis 4 ans. Nous sommes étudiants boursiers camerounais en Tunisie. Nous sommes là pour revendiquer nos compléments de bourse qui ne sont pas arrivés depuis 4 ans. Tout à l'heure, j'étais avec le nouvel ambassadeur qui m'explique que nous devons attendre et qu'il a relancé la procédure. Mais cela étant, ça fait 4 ans déjà qu'on nous dit la même chose. Nous sommes à bout de cela. Nous ne voulons plus attendre. Nous voulons un certificat qui nous donnera une date exacte de la réception de nos compléments de bourse. Ces étudiants camerounais dénoncent les promesses non tenues des autorités qui leur avaient pourtant donné des garanties avant leur départ du Cameroun. Sauf que jusqu'ici, ils n'ont rien perçu. Dans le cadre d'abord de la bourse de coopération, et on nous a promis un complément de bourse qui devait arriver chaque année. Mais déjà depuis près de 4 ans, nous n'avons vu rien de ce qui ressemble à un complément de bourse. On a des arriérés de loyer impayés. Nous lançons un appel aux autorités camerounaises. Ils n'ont qu'à respecter leur engagement. Parce que ça fait 4 ans, ils nous ont envoyés ici en Tunisie. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner des bourses, qu'ils allaient nous octroyer des bourses. Mais jusqu'à présent, rien. On va à l'ambassade, ils nous disent que le problème c'est au Cameroun. Nos parents vont au Cameroun, ils nous disent que le problème c'est à l'ambassade. Pour finir, cet argent, il est où? Nous, on vit comment? Alors on appelle les autorités camerounaises à respecter leur engagement. Face aux conditions de vie de plus en plus difficiles, ces étudiants vivent désormais au crochet de leurs camarades tunisiens. Leurs parents au Cameroun ayant épuisé toutes leurs ressources. Nos parents sont en difficulté parce qu'ils n'ont plus d'emploi pour subvenir à nos besoins. On est obligé d'emprunter chez les amis et sans savoir quand est-ce qu'on va rembourser. Nous sommes obligés de vivre sous l'aile des Tunisiens qui acceptent de faire certaines aides pour nous. Et ce n'est pas vraiment facile. Pour le moment, Yaoundé ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Rappelons qu'il y a quelques semaines, des étudiants camerounais vivant en Algérie avaient eux aussi manifesté pour les mêmes causes. Pour l'heure, ces étudiants camerounais en détresse en Tunisie espèrent une prompte réaction des autorités afin de leur permettre de poursuivre sereinement leurs études.
Au Cameroun, la culture du chanvre indien et du cannabis prospère, notamment dans la région de l'Ouest, malgré l'interdiction de la vente et la commercialisation et consommation de ces drogues. Certains la commercialisent, ces drogues, dans l'espace marchand de la ville de Tian. L'un des présumés trafiquants a été interpellé et la gendarmerie a mis la main sur un important stock de stupéfiants dissimulé sous le lit de l'intéressé. Le récit des faits avec le Cled Sakem. C'est l'une des batailles de la gendarmerie nationale dans le département de la Minoire. La lutte contre la culture et la consommation du cannabis en pleine explosion en milieu jeune au Cameroun. Elle vient de mettre la main sur un trafiquant en plein espace marchand avec une bonne quantité de cette drogue dissimulée dans sa gibecière. Après exploitation du renseignement, j'ai envoyé sur le terrain le commandant de la brigade de recherche qui est parti jusqu'à Balessin et a pu interpeller M. Toumsop Jean-Claude et qui fait dans la culture du chanvre indien, le cannabis. Et on l'a pris au niveau du marché où il avait quelques marchandises déjà conditionnées. Après investigation sur le présumé trafiquant de cannabis, les hommes au béret rouge ne sont pas au bout de leur surprise. La fouille, la perquisition au niveau de sa maison nous a fait découvrir l'important stock dont vous voyez. Et comment il le gardait, ce stock. Il a juste mis ce contreplaqué que vous voyez sur son lit et il a étalé son cannabis. Après, il a couvert avec un drap. Je voudrais ainsi impulser la population de Tchang et ses environs de coopérer avec nous pour que nous puissions mettre fin à plusieurs dealers qui sont encore en train de courir et aussi à tous les malfrats qui ne laissent pas dormir en paix les populations. Cet homme au look jamaïcain, la cinquantaine révolue, devra répondre de ses actes devant la justice. En attendant, il médite son sort dans les cellules de la brigade de recherche de Tchang. Dans ce registre, un usurpateur d'identité est aux arrêts à Yaoundé. Selon la police, il s'est fait passer pour des personnalités de haut rang dans le but d'extorquer de l'argent à d'autres hauts commis de l'État. Des chefs d'État ouest-africains ont même été ciblés. Explication avec Joël Essengue et Gizogo. C'est un directeur du cabinet civil de la présidence de la République, tout singulier, qui se trouve entre les mains de la police. En effet, Jean Calvin Eyafa s'était spécialisé dans l'usurpation de l'identité des personnalités. Sa dernière victime en date, Samuel Vondayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Avec cette identité, le présumé escroc a pu joindre le chef de l'État nigérien. Le numéro a contacté le président nigérien, mais au cours de leur communication, la communication s'est coupée. Et c'est par la suite que le président nigérien, quand même cherché à vérifier, on s'est rendu compte qu'il s'agissait ni du cabinet civil ni du chef de l'État. Au préalable, Jean Calvin Eyafa usait d'ingéniosité pour pouvoir atteindre ses victimes. Il a entré dans Google, il a pris le numéro de l'ambassadeur du Niger en France. Il s'est présenté à l'ambassadeur comme M. Mbondayolo, directeur du cabinet civil du Cameroun, et qu'il voulait parler avec son homologue du Niger. Et tout en précisant qu'en réalité, c'est le chef de l'État camerounais qui veut parler avec son homologue nigérien. C'est comme ça que l'ambassadeur, sans désemparer, lui a donné le numéro du directeur du cabinet civil. Pour remonter jusqu'aux mises en cause, la police a eu la surprise de devoir aller chercher dans les geôles de Kondengui. Après avoir géolocalisé le numéro, on s'est rendu compte que le numéro émettait à partir de la prison centrale de Kondengui. Nous avons fait une perquisition et effectivement, dans ce local-là, on a saisi le téléphone qui était sur M. Eyafa. Et Eyafa a été déjà écroué depuis le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance du Fundi, pratiquement pour les mêmes faits. Loin de nier les faits, Jean Calvin Eyafa est passé aux aveux. On lui a présenté les faits, il est passé tout de suite aux aveux, il a reconnu avoir appelé le chef d'État nigérien et il prétendait que ce n'est que celui-là qui l'a appelé. Mais quand on a fait l'exploitation de son téléphone,
on a constaté qu'il a également appelé le chef de l'État malien et il a appelé à la Banque mondiale, il a appelé aux Nations Unies, il a appelé à Nairobi, il a appelé beaucoup de structures. Plutôt bien payé en retour de ses forfaits, le présumé escroc avait reçu 1 300 000 francs CFA d'une organisation non gouvernementale basée à Nairobi au Kenya. Il était en attente d'un virement de 195 millions de francs CFA d'une ONG américaine ainsi que d'un banquier de la place parisienne. Le présumé escroc sera à nouveau présenté au procureur de la République. Dans la capitale économique du Cameroun, des informations ont circulé durant le week-end faisant état d'enlèvement au niveau du rond-point d'Eido. Le gouverneur de la région du littoral dément ces allégations, estimant qu'il y a un renforcement plutôt de la sécurité dans la ville de Douala et qu'il n'y a jamais eu de kidnapping au niveau du rond-point d'Eido. Samuel Dieudonné Yves Adibois fait le point sur la situation sécuritaire dans la ville de Douala et les environs. Je vous invite à l'écouter. La population de la région du littoral en général et celle de Douala en particulier ont eu à découvrir dans des messages WhatsApp de manière anonyme quelqu'un qui se permet de dire que c'est très grave à Douala. Le rond-point d'Eido est pratiquement infesté par des bandits armés qui entreraient dans des véhicules et prendraient les passagers pour des destinations inconnues. Et il demande à ce que toutes les populations, les familles dans cette ville de Douala fassent attention parce que à Deido, ça ne va pas. J'ai donc jugé utile de produire ce communiqué pour rassurer nos populations. Déjà, de ce que la ville de Douala, tout comme la région du littoral de manière générale, sont bien tenues. Et pour parler singulièrement de Deido, le rond-point a un poste de police où les éléments sont en permanence. Et nos frères qui vont à destination, par exemple, de Bouéa et de Limé, montent à bord de ces véhicules. Et je vais dire que à ce jour, aucun taxi n'a été signalé comme porteur de personnes de cette acabit. Les populations vaquent à leurs occupations. La ville de Douala, qui, selon ses internautes, serait invivable, je me demande de quel côté il se trouve dans cette ville de Douala. Vous-même qui êtes arrivé journaliste ici à la région aujourd'hui, vous êtes peut-être passé par ce rond-point d'Eido, mais lorsqu'il y a un incident, et je voudrais vous dire que rien ne se cache à Douala, s'il y a une agression dans un quartier, dans les minutes qui suivent, nous sommes au courant. Douala a connu juste le temps d'un week-end un phénomène qu'on appelle des microbes. Microbes, ce n'est pas une histoire vécue au Cameroun. Les microbes en Afrique de l'Ouest sont organisés d'une certaine manière. Je mets au défi tous ces internautes de nous indiquer un seul quartier où ces microbes, n'est-ce pas, sont rassemblés pour pouvoir faire leur sale besogne. Alors que des enquêtes judiciaires restent attendues pour déterminer et identifier les auteurs de malversations financières dans le cadre de la gestion opaque des fonds Covid-19, des acteurs politiques et acteurs de la société civile montent au créneau pour dénoncer des mécanismes bien huilés visant à favoriser ces détournements de deniers publics et des surfacturations. Ils l'ont fait savoir dans le cadre de l'émission Droit de réponse, dénonçant le silence du chef de l'État face à ces multiples dénonciations de détournements de deniers publics et de soupçons de surfacturation. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Les langues ne cessent de se délier depuis quelque temps autour de la gestion des fonds Covid au Cameroun. De la présidence de la République en passant par les membres du gouvernement et la dénonciation des acteurs politiques, le ciel est plein de nuages. Avez-vous entendu le ministre de la Santé dire que les déclarations de l'honorable Jean Michel sont fausses?
Avez-vous entendu le Premier ministre dire que c'est faux? Ce qui se passe est extrêmement grave. Je vais vous prendre un exemple. On prend, comme je prends cette feuille, je dis je t'attribue ça. Et signature, c'est une injonction. C'est incroyable. Covid Gate. C'est ainsi que l'on qualifie les manœuvres qui entourent la gestion de l'argent destiné à la lutte contre le coronavirus. Un argent qui ne cesse de susciter des envies teintées des marchés qui ne respectent pas les règles de l'art. On ne peut pas nous démontrer que ces entreprises-là, vous prenez une entreprise comme par exemple Medical Linksal, qui n'a aucun antécédent. J'ai fouillé, j'ai fait toutes les recherches possibles. Il n'y a rien. Mais cette entreprise a un marché de 1,288,389,059 francs CFA. Alors qu'elle n'a pas d'antécédent. Ça vous montre sur ce blanc quoi? C'est le copinage. Voilà la République où chacun peut prendre son gombo. Alors, le ministre de la Santé en a fini. On lui a dit, gars, passe, laisse-nous là-bas, là, voir le ballon ici au centre. Des acteurs politiques de l'opposition classent toutes ces dérives dans le cadre de la malgouvernance au Cameroun. Des bévues qui font bafouer la Constitution. Des actes réprimandés, même au sein du parti au pouvoir. Le secrétaire général de la présidence, de manière réglementaire, ne peut pas directement s'adresser à un membre du gouvernement quand il y a le Premier ministre. Le Camerounais est tellement épris et gourmand du pouvoir que vous pouvez chier sur sa tête, pisser sur son nez, prendre sa femme, prendre ses enfants, mais parce qu'il veut préserver son poste, il va toujours vous dire Amen. Donc vous voyez que c'est très grave. C'est davantage grave, au point de vivre une sorte de guerre épistolaire entre membres du gouvernement à cause du pouvoir et surtout de l'argent destiné à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Et seule la justice pourrait déterminer les responsabilités dans le cadre des malversations financières, malversations constatées dans le rapport de la Chambre des comptes ayant audité certains fonds Covid utilisés dans certains départements ministériels. 32 ans après le décès du premier président de la République du Cameroun, la dépouille d'Amadou Ahidjo est toujours à Dakar, au Sénégal. Son épouse, Germaine Ahidjo, est décédée il y a quelques semaines sans avoir assisté au retour de la dépouille de son défunt époux au Cameroun. Pourtant, les camarades politiques du chef de l'État, Paul Biya, lui avaient présenté la nécessité de récupérer le décès du président Amadou Ahidjo. Dès l'annonce de ce décès, il y a une trentaine d'années, aujourd'hui, François de Borgie Amari Evembe regrette le refus, selon lui, du chef de l'État d'accéder à une telle demande. Il était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, morceau choisi, que je vous invite à suivre. Président Biya, pour nous, avait commis une erreur. Laquelle? Il ne devait pas laisser son père, parce que c'est comme ça que tout le monde le considérait Ahidjo. Il ne devait pas laisser Ahidjo mourir à Dakar. Pourquoi, selon vous? Une raison très simple. Le premier chef de l'État de ce pays avait droit à de la haute considération de tout le monde, à commencer par le nouveau président. S'il y a eu mésentente, entre guillemets, entre le père et le fils, l'évolution politique aurait dû nettoyer ces séquelles-là. Mais le président Biya ne l'a pas fait. Senga et moi, nous avions décidé de réparer l'erreur si, par hasard, le président Ahidjo mourait entre-temps. J'avais déjà préparé la récupération de l'événement par le Cameroun, notamment la déclaration que le président devait faire à l'annonce de la mort du président Ahidjo. Ensuite, parlons de l'impact du Covid-19 sur le continent africain. Des chercheurs français estiment que la pandémie a eu moins d'effets dévastateurs en Afrique. Ces chercheurs déplorent l'attitude des pays, des puissances industrielles qui se livrent à une guerre qui n'est pas favorable aux pays africains. Ils ont tenu à saluer l'attitude de plusieurs pays africains engagés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et qui ont obtenu des résultats plutôt satisfaisants selon ces chercheurs français. Ils s'expriment dans ce reportage signé Mathilda Kemazou et Nadine Yambou. Du grabuge devant l'école publique d'application groupe 1B de Bafang.
des parents d'élèves inscrits dans les 3 écoles maternelles logées ici. Loin de la catastrophe sanitaire prédite par l'OMS et autres organisations internationales sur le continent africain au tout début de la pandémie de coronavirus, des chercheurs français dans une nouvelle revue scientifique estiment que l'impact en termes de mortalité en Afrique comparé en Europe et aux États-Unis demeure faible. Aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres à nouveau, eh bien la Belgique est à 200 morts pour 100 000 habitants, le Royaume-Uni 190, la France 156, la Suède dont on a beaucoup parlé est derrière nous 136, et puis le Maroc 25, le Congo 14, la Mauritanie 10, l'Algérie 7, le Sénégal 6, sans parler du Mali et du Niger qui sont inférieurs à 3. Donc vous voyez que dans ces pays du Sud, on a une mortalité ramenée au nombre d'habitants qui est très très nettement inférieur à ce que nous avons vécu en France, à ce qui a été vécu en Europe, mais aussi aux États-Unis. Pour le professeur Philippe Parola, infectiologue français et proche collaborateur du professeur Didier Raoul, l'Afrique, coutumière de la gestion des épidémies telles que la rougeole ou encore Ebola, ses dirigeants ont été très réactifs en adoptant le protocole thérapeutique à base d'azithromycine proposé par des chercheurs pour le suivi des malades atteints de coronavirus. Gérer des crises sanitaires de façon pragmatique, je pense qu'ils savent faire, peut-être mieux que d'autres. Nous avions été frappés par 2 revues qui étaient sorties dans les plus grands journaux de sciences, le journal Science, le Nature Microbiology Reviews, et il y avait des hypothèses. Et surtout, personne ne parlait du fait que, notamment dans les pays d'Afrique francophone, un traitement précoce par azithromycine et hydroxychloroquine, le plaquenil, avait été introduit très tôt, soit dans les recommandations nationales, soit laissé libre aux médecins qui prenaient en charge les patients. Si des voix s'élèvent pour dénoncer la gestion calamiteuse de la crise sanitaire en Afrique, ces chercheurs français pensent qu'il n'en est rien. Dénonçant une guerre d'intérêts et la faible communication des bons résultats scientifiques menés par des chercheurs africains, estiment qu'il est grand temps d'arrêter de donner des leçons à l'Afrique. Ce qui nous choquait dans la littérature scientifique et dans les médias, pourquoi on n'en a pas parlé? Non seulement bons résultats en Afrique, mais également des raisons possibles, c'est-à-dire l'utilisation de ces traitements, sans parler de la presse scientifique ou mes collègues africains qui essayent de publier leurs revues, leurs études observationnelles, leurs données parfois comparatives. Eh bien, le plus souvent, mes amis africains se heurtent aux comités éditoriaux des journaux qui refusent même d'envoyer ces articles en review, c'est-à-dire la première étape pour ensuite publier après avoir été critiqué. Et on s'aperçoit que la plupart des études qui sont défavorables, on y trouve souvent des conflits d'intérêts. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, à peine 5 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus sur le continent africain, avec 124 000 morts, dont près de 45% en Afrique du Sud, pays le plus touché jusqu'ici par la pandémie. Le nouveau lamido de Garoua est connu, il s'appelle Ibrahim El Rachidini, capitaine de l'armée, petit-fils d'un ancien lamido. Il a battu son principal adversaire, Issa Hayatou. Il a remporté 7 voix contre 2, une élection saluée par les populations de la ville de Garoua. Des précisions avec Olivier Tchefo et Xavier Foka. Âgé de 37 ans seulement, le capitaine Ibrahim El Rachidine Souleymanou est le nouveau lamido de Garoua. Capitaine à la sécurité militaire, marié, père de 3 enfants. Il est sorti vainqueur de l'élection organisée ce 10 mai 2021 avec 7 voix obtenues sur les 12 votants. Fils de Yerima Souleymanou, petit-fils du lamido Abdoulaye, la candidature du nouveau lamido avait été validée au terme des consultations menées par le préfet du département de la Benoué. Il remplace ainsi à la tête du lamida de Garoua, Alim Garga Hayatou, mort le 5 février 2021 des suites de maladie, après avoir passé 21 ans à la tête du dit lamida. À l'issue du scrutin supervisé par Oumarou Haman Wabe, préfet du département de la Benoué, le nouveau lamido a dévancé de loin tous ses concurrents, parmi lesquels Issa Hayatou, qui n'a obtenu que 2 voix, Abdul Karim Ibrahim Abo, Hayatou Abdel Karim entre autres. Le lamido est cette autorité traditionnelle qui combine le pouvoir du chef de terre, de guide spirituel et préside les destinées du lamida.
Les lamidas étant eux-mêmes les chefferies traditionnelles de premier degré dans les 3 régions septentrionales du Cameroun, caractérisées par leur décentralisation et leur hiérarchie autour du lamido, qui contrôle toutes les activités socio-économiques à travers plusieurs relais, tels que le FADA, au gouvernement qu'il a nommé, les Lawan et les Diaouro, entre autres. Dans l'escale internationale, le général Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire du Tchad, a choisi le Niger pour sa première sortie hors de son pays. Il a échangé avec le président Mohamed Bazoum. Ensuite, il s'est rendu à la zone dite des 3 frontières. Il est allé remonter le moral des soldats tchadiens et compatir avec eux suite au décès du président du Tchad, Idriss Déby Itno. C'est du moins ce que révèlent des communiqués de la présidence de la République tchadienne. Un public reportage dans ce journal, le groupe Général Voyage Express a célébré avec faste le 1er mai en récompensant et gratifiant ses meilleurs employés lors d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage. Monde du travail et pandémie du Covid-19 garantit la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis des entreprises. 135e édition de la Fête internationale du travail, 1er mai 2021. Ils étaient 21 employés de l'entreprise citoyenne Général Express Voyage à recevoir la médaille d'honneur de travail. 8 employés ont reçu les médailles en or et en argent et 13 autres ont cumulé argent, vermeil et or. Ces distinctions ont pour but d'honorer et de récompenser le travail, la loyauté, le dévouement et l'ancienneté du personnel, témoignant la reconnaissance du travail accompli par la cheville ouvrière, le top management de Général Express Voyage. Vous savez, l'employé est au centre de toutes les activités. L'employé est au centre de tous les rendements. Lorsqu'on l'honore, on est sûr que l'entreprise va progresser dans la bonne direction. Malgré la situation sanitaire qui oblige, puisque depuis l'année passée, c'est quelque chose qui se serait fait, mais cette situation du Covid ne l'a pas permis. Mais il a plu à Dieu que le PDG mette tout le paquet afin que ces récipiendaires soient décorés aujourd'hui. Embarqué sur la voie de la modernisation du transport urbain et interurbain, c'est sous fond du respect des mesures barrières contre la Covid-19 que la cérémonie de récompense des plus méritants venus des 15 agences que compte Général Express Voyage sur le territoire camerounais a eu lieu à la direction générale basée à Bafoussam. Le préfet du département de la MIFI dans la région de l'Ouest, M. Koulbout Aman David, en décorant les 21 récipiendaires, les a félicités et invité les autres employés de l'entreprise Général Express Voyage a copié le bon exemple des heureux du jour. Les récipiendaires ont promis à leur tour de garder le cap de l'engagement au travail. Compte tenu de cet honneur que la Société Générale a fait honneur à son personnel, je vous garantis et je vous promets que je serai efficace au travail et je prendrai toutes les dispositions pour que la Société Générale avance à mon niveau. À l'endroit de nos passagers, je dois dire une seule chose. À Général Express Voyage, le passager est le premier patron. J'exhorte quand même nos collègues qui n'ont pas eu de médaille aujourd'hui, que l'année prochaine qu'ils soient sur le rang. Ce n'est que le début. Tout le monde peut en bénéficier. Il suffit d'être discipliné dans le travail. Général Express Voyage, en décorant ses salariés aux parcours exceptionnels, avec en prime la protection sociale, la justice, la promotion du travail décent, reste dans la logique voulue depuis sa création en 2004 par le président directeur général, M. Nitedem Fokoueli, à savoir toujours mettre l'homme au centre des préoccupations. Je demande de doubler d'ardeur au travail, parce que c'est le travail qui paye. Je suis satisfait parce que le gouvernement a pris acte de leur loyaux service et les a récompensés. Cette initiative arrive à point nommé pour l'amélioration sans cesse de la qualité du service dans le transport au Cameroun, afin d'être plus proche et à l'écoute de la clientèle aux 4 coins de la région. Rappelons que l'entreprise citoyenne, républicaine, leader du transport urbain et interurbain en Afrique centrale, c'est plus de 17 ans d'expérience. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Général Express Voyage, le plaisir de voyager. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal.
Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Info directeur du cabinet civil entre les mains de la police camerounaise. Il a usurpé l'identité de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le directeur du cabinet civil, la présidence de la République. Il s'est fait passer pour Samuel Vondo Ayolo afin de tenter d'extorquer de l'argent au président du Niger. Il est même allé plus loin vers des ambassades au Kenya, aux États-Unis et d'autres organisations internationales. Et à la grande surprise, lorsque la police retrace l'auteur et l'utilisateur de ce numéro de téléphone, elle constate qu'il se trouve en prison, à la prison centrale de Kondengue, et il s'apprêtait à se faire virer des centaines de millions de francs CFA lorsqu'il a été interpellé. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Emmanuel Lebon Afana, Hilaire Zipan et Joseph-René Mboutouzé. Joseph-René Mboutouzé, vous avez vu le nouveau Samuel Vondo Ayolo? Il faut être courageux pour faire ça. Il faut avoir le mauvais esprit. Comment ça? Oui, parce que il y a des gens qui choisissent toute leur vie de s'écarter de la norme et qui décident de trouver leur mot de subsistance là-dessus. Il faut le regretter, parce que si ça devenait comme ça par tout le monde, le Cameroun va finalement devenir une jungle. Et puis moi je suis quand même étonné qu'il ait réussi des escroqueries jusqu'à hors du Cameroun. Et d'une quelconque manière, ça me rassure de ce que les autorités camerounaises sont donc autant respectées à l'extérieur, parce que vous soyez un plénipotentiaire d'un autre pays et que vous acceptez de vous soumettre à une demande d'une autorité camerounaise, ça veut dire que les autorités camerounaises à l'extérieur sont vraiment plus non, vous, à la place de l'ambassadeur du Niger en France, il appelle, il dit qu'il est Samuel Vondo Ayolo, il parle à l'ambassadeur du Niger en France. Oui, il faut me dire que... Est-ce que vous pouvez douter, vous pouvez résister? Non, il faut que Samuel Vondo Ayolo soit déjà un personnage respecté par ses pairs extérieurs, parce que si ça avait été une autorité lambda qui n'a de respect de personne, alors on donne une fin de non-recevoir. Donc lorsqu'il est réussi comme ça, c'est la crédibilité de l'État du Cameroun et la crédibilité du personnel Vondo Ayolo qui est mise en exergue. Donc sur ce plan-là, ça me rassure que nos autorités sont respectées à l'extérieur, notre pays est respecté à l'extérieur, mais ce n'est pas une raison pour que des compatriotes se donnent à ce genre d'activité malheureuse. Emmanuel, bon, je vous pose la même question, il faut être courageux, mais il faut autre chose en dehors du courage. Non, moi je voudrais voir plutôt cela dans un autre aspect. Oui, lequel? Ça pose deux problèmes. Celui de la fragilité des interfaces. Parce que réussir quand même à obtenir le numéro de téléphone, le contact téléphonique d'un ambassadeur, qui plus est du Nigeria, du Niger, merci, appeler le FMI, appeler des organisations internationales, réussir à obtenir des contacts personnels de ces organismes-là, c'est un peu très compliqué. Les contacts sont cachés? Bon, voilà pourquoi je parle de fragilité des interfaces. Parce que nécessairement, il est passé par Internet pour avoir ses contacts. Et le deuxième problème que cela pose, c'est celui de la résurgence de la cybercriminalité. Il faudrait vraiment, véritablement, qu'au niveau de l'État du Cameroun, que des mesures de sécurité, de cybersécurité soient extrêmement renforcées et que, et naturellement, on va peut-être le relever pour le déplorer, que ce soit encore un Camerounais qui soit mis au devant de la scène d'une manière assez malheureuse, d'une manière assez déconcertante. Donc on ne saurait
encourager ce genre ça impacte une fois de plus sur l'image du Cameroun. Ça impacte une fois de plus sur l'image du Cameroun. Heureusement que notre police camerounaise a mis la main sur cet individu, parce qu'il aurait pu toucher, vous voyez, il s'apprêtait à recevoir des centaines de millions des autres organisations internationales. Donc, heureusement que la fin a été plutôt heureuse, parce que les forces de maintien de l'ordre ont pu mettre la main sur cet individu qui croupissait déjà en prison. Vous voyez donc que même au niveau de la prison, il faudrait que des mesures de sécurité soient renforcées. Comment est-ce qu'un prisonnier peut arriver à avoir un téléphone portable et mener ce genre d'activité depuis la prison? Donc il faudrait qu'à ce niveau également, que les mesures de sécurité soient renforcées, que le contrôle des détenus soit renforcé, que la prise en charge, la prise en main des détenus dans nos pénitenciers soit également renforcée. Il les pense, ça pose un problème. Ça engage aussi la responsabilité du régisseur de la prison de Kodengui à Yaoundé. Moi, je pense que... Il a un téléphone, c'est interdit, le téléphone. Il est extrêmement délicat de se prononcer sur ce genre de dossier, pour deux raisons. D'abord, la première, on est en relation internationale. Je ne sais pas s'il n'y a pas un code pour les autorités camerounaises de pouvoir actionner leurs responsabilités au niveau de la relation internationale. Ça me pose un problème. Puis la deuxième, c'est le lieu où il se trouve pour pouvoir actionner cela. Oui. Voilà, ces deux éléments-là me restent un peu dubitatifs. Bon. Je prends le coup, mais je me questionne, parce que quand même, le directeur de cabinet de la présidente de la République n'appelle pas comme ça. Est-ce qu'elle a l'habitude de le faire? Est-ce qu'il le fait sans code? Est-ce que il y a des séries de questions. Le problème, c'est celui qui... Est-ce que vous pensez l'ambassadeur qui décroche un coup de fil, oui, on lui dit que c'est le directeur du cabinet civil? Ayolo, c'est le directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Oui, je dis l'ambassadeur du Niger qui... Au bout du fil, on lui dit, je suis Samuel Vondoyolo. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Niger a comme élément? Est-ce qu'il joint un ambassadeur si on ne peut passer par son homologue ambassadeur? Il y a des codes quand même. Il y a quand même des codes dans ce genre de truc. Je pense que l'ambassadeur de France aurait pu, l'ambassadeur du Cameroun en France aurait pu appeler son collègue, dit, j'ai mon chef qui va devoir t'appeler. C'est son chef quand même, le directeur de cabinet civil du président de la République. C'est quand même une fonction quand même extrême. Pour peu qu'ils signent un document, les gens prennent ça pour payer comptant. Non, cela montre un peu la fragilité. Au lieu de se gargariser que c'est une réussite, mais non, je pense pas. Je préfère ne pas aller loin. Je préfère ne pas aller loin dans l'analyse. La personne handicapée, hein, ça pose un problème? Non, mais... Bénéficier de circonstances atténuantes? Quand vous voyez... Non, mais parce qu'on a vu, j'ai suivi les réactions ici. Non, il n'a pas un handicap, mais il n'a pas un handicap majeur. Et puis là, il s'agit de lutter contre la cybercriminalité. Oui. Parce que si on applique des tolérances à ce niveau, ça peut encourager d'autres handicapés à rentrer à s'engouffrer. Oui, mais en même temps, tu dis que ça donne la crédibilité pour celui qui appelle, pour ceux qui là. Attends, tu sais, il faut... entre deux, là, c'est pas bien. Dans une analyse soit, il faut toujours savoir que comme on peut avoir des difficultés, on peut aussi avoir des facilités. Comme on peut avoir des menaces, on peut avoir des opportunités. C'est certes une menace parce que c'est criminel, mais en ça, nous voyons quand même que l'opportunité qui se dégage là, c'est que si les gens réagissent de façon spontanée à l'extérieur du Cameroun, à la demande d'une autorité camerounaise... Pour l'argent? Non, ça confère... Non, pour l'argent? Écoutez un peu. Non, mais vous me dites... Non, il appelle l'ambassadeur pour dire pour l'argent? Mais quelle que soit la raison, je vous dis que si on vous appelle et la personne vous dit Monsieur Mboutou, si vous répondez, c'est que vous avez la considération pour moi. Cela va de soi. Si vous n'avez aucune considération pour moi, vous allez directement renvoyer la personne tout de suite. Il y a des codes. Mais je voudrais dire que si à l'extérieur, il y a des hautes autorités à l'extérieur qui tombent dans ce piège, cela participe d'abord de la relation d'estime qu'ils ont vis-à-vis de l'autorité camerounaise. Et s'ils ont cette relation d'estime vis-à-vis de l'autorité camerounaise, c'est qu'ils ont une relation d'estime vis-à-vis du Cameroun et du peuple camerounais. Mais maintenant, puisque quand ils réagissent, ils ne savent pas qu'ils sont anarqués. Ils ne savent pas qu'ils sont anarqués. Voilà. Et maintenant, l'arnaque dont ils sont victimes n'engage en rien
la crédibilité de la personne par dont qui l'identité a été usurpée. Dont été usurpée, puisqu'ils savent que c'est une annexe, une cybercriminalité. Mais au moins en termes d'opportunités que nous regardons là-dedans, dans cette action, c'est que les autorités camerounaises sont prises au sérieux à l'extérieur. Il y a des codes en relations internationales. Oui, bien qu'il y ait des codes, voilà justement. Oui, raison de plus que bravant ces codes. Et qu'il comment il a fait pour savoir les codes, pour connaître comment ça se passe dans ce genre de trucs? C'est tout ça. Dans les cas, je préfère ne pas. Voilà pourquoi j'ai parlé de la Je suis en train de vous dire que si vous, Hilaire Zipan, vous donnez suite à une action comme celle-là, c'est que au fond, en toile de fond, vous faites confiance à la personne qui se présente comme telle, puisque vous n'êtes pas supposé savoir que c'est une arnaque. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que si quelqu'un vous appelle à mon nom un jour, Hilaire, et que vous réagissez de façon spontanée sans prendre des précautions, c'est que vous avez une totale confiance en moi et un total respect vis-à-vis de moi. Je dis donc que c'est un indicateur que des personnalités extérieures respectent les personnalités camerounaises. Vous pouvez ne pas accepter que ce soit un indicateur, mais c'est quand même un indicateur. Sauf que, Monsieur Mboutou, nous sommes à l'ère de la cybercriminalité. Et lorsqu'on est à cette ère de cybercriminalité, de résurgence et même de résilience de la cybercriminalité, il y a quand même un certain nombre de mécanismes qu'on doit mettre en place pour encadrer nos actions. On ne peut pas m'appeler un matin, on me dit « Monsieur Mboutou, je suis Monsieur Mboutou » et puis je ne cherche pas à me référer à Monsieur Mboutou, connaissant par exemple son numéro personnel. Ça dépend du niveau d'impact que selon là vous faites au moment où vous recevez ce coup de fil. Quel que soit le niveau d'impact, dans ce genre d'affaires, on se rassure quand même qu'on a affaire à Monsieur Mboutou, effectivement. Les codes de relations internationales. Et justement, Monsieur il parle de codes en relations internationales. Chaque État a un code. Enlève le fait que si la personne n'a pas réagi, c'est parce qu'il y a une relation d'estime élevée vis-à-vis de la personne qui se présente comme telle. Il intervient, il contacte ces hautes personnalités-là en tant que DCC. Oui. Mais je voudrais vous poser... Il n'y a pas de DCC. Et comme dit monsieur Mboutou, en quoi l'hypothèse du respect de... En quoi l'hypothèse... Parce que il faudrait quand même que dans ce genre d'affaires, que l'on se rassurera que la personne que nous avons... C'est la leçon que vous donnez. La leçon que vous donnez à la personne. La leçon que vous donnez à la personne qui est arnaquée, non? Nous sommes là à la fois pour analyser, mais aussi pour proposer. Est-ce que ma grille d'analyse... Monsieur Mboutouzé dit ceci. Lorsque quelqu'un prend le téléphone, il vous appelle, vous êtes l'ambassadeur du Niger en France, on vous dit que c'est M. Mvondoayolo, le DCC du président Biya qui appelle. Vous faites comment? Vous ne décrochez pas? Je décroche, je suis d'accord, je décroche. Et comme il dit, c'est par rapport à la considération... C'est parfois la considération qu'on a pour M. Samuel Mvondoayolo. C'est pour ça que l'ambassadeur décroche. Le problème ne se trouve pas sur décrocher ou pas décrocher. Oui. Le problème se trouve au niveau où des transferts d'argent commencent à être effectués. Non, là n'est pas là. Quand on fait un transfert d'argent dans un compte, je pense que vous refusez de dont le titulaire n'est pas véritablement celui qui nous a contactés. Comment est-ce qu'on peut justifier ce type de transfert? Est-ce que vous avez bien suivi le reportage? Le reportage a dit que même quand vous faites le dépôt Orange Money, ça signale dans le compte que vous déposez que ça appartient à M. Mvondoayolo. Et puis je dis, si c'est vous, à l'instant-ci, qu'on nomme DCC au Cameroun actuellement, les gens, ces partenaires extérieurs n'allaient pas se comporter de la même manière. Parce que laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que monsieur Mvondoayolo a été ambassadeur du Cameroun au Gabon, ambassadeur du Cameroun en France. Donc il a un spectre de connaissances qui est très large. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un volume... un carnet d'adresse fourni. Au-delà d'un carnet d'adresse, je voudrais dire que... raison pour qu'il prenne beaucoup de précautions. Est-ce que c'est lui qui en a... Non, vraiment. Ce n'est pas lui qui doit prendre les précautions. L'interlocuteur je vous dis donc que l'interlocuteur est berné
par le poids de la considération qu'il a vis-à-vis de la personne. C'est trop facile. C'est trop facile pour et pourquoi il agit donc sans prendre des précautions? Voilà. Non, il n'agit pas sans prendre des précautions. Pourquoi il agit sans prendre des précautions? Il usurpe sans prendre des précautions. Non, je veux sans dire prendre des précautions. La personne qui donne, qui reçoit et qui réagit à la demande de façon favorable. Non. Pourquoi il agit? Pourquoi elle agit? Cette personne agit sans prendre des précautions. Donc, moi, je vous dis que la seule raison, c'est la crédibilité. La crédibilité que Siem Vondayolo a sur le plan international. Et si Siem Vondayolo a cette crédibilité sur le plan international, il faut mettre ça à l'actif. Non, il doit prendre des précautions. À l'actif du gouvernement camerounais dans son ensemble. Il doit prendre des précautions. Voilà pourquoi au départ, j'ai parlé de la fragilité de nos interfaces. Bon. En tous les cas, c'est un sujet assez délicat. Voilà, justement. On vous a interrompu avant le 20h. Voilà, sur cette... Où il expliquait que la violation de la loi est une norme. Voilà, comme peut violer la loi est une norme. Pour résoudre les problèmes. Permettez, alors que nous sommes dans un état de droit. Je vous en prie. C'est du génie. Joseph René Mboutou, c'est du génie du management. Il ne comprenait pas que entre deux camarades, que ça puisse se faire. Non, c'est vraiment difficile de l'accepter. Hein. Oui. Surtout vos camarades, il faut le préciser. C'est vraiment difficile de l'accepter. Mais avant je vais bifurquer 2 secondes rapidement. Encore, vous voulez? Rapidement. Merci. Pour dire à Hilaire que on ne peut pas toujours se conformer de façon stricte à la réglementation. Sinon l'État, laissez-moi parler. Sinon l'État, qui est le garant de la réglementation, l'État qui a le monopole de la violence légitime, n'allait pas de tolérance administrative. Voilà, pour cela, ce qu'on appelle la tolérance administrative. L'État, si on prend l'exemple du désordre urbain, on dit que les gens ne doivent pas s'installer sur la route. Voilà. Si l'État tolère, c'est parce qu'au fond, ils savent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait tout ce qui était l'aveu d'échec. Non, ça n'a absolument rien à voir. d'échec. Je suis en train de vous dire que le nouveau management public au Cameroun est basé dans ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Oui. Ça veut dire que en violation des lois, en violation des dispositions légales. Non, je suis spécialiste en management public. Allez-y, Joseph René. Et tout le monde écoute qu'il faut violer les lois. Gestion axée. Je n'ai pas dit qu'il faut violer les lois. Gestion axée sur les résultats. Ça veut dire que la primeur d'abord pour un manager public, c'est l'atteinte de l'objectif. Et je dis que l'objectif public, c'est le bonheur public, c'est le bien-être public. Toute action qui gagne en légitimité parce qu'elle permet au manager public de réaliser tous les objectifs de bonheur public. Même en violation des lois. À ce niveau, lorsqu'il s'agit du citoyen, la légitimité est au-dessus de la légalité. Je dis que lorsqu'il s'agit de la satisfaction du citoyen, la légitimité devient au-dessus de la légalité. Et je vous dis que les actions prioritaires pour tout manager public sont des actions qui permettent d'atteindre l'objectif de bonheur public, l'objectif de donner du bonheur aux citoyens. Et vos camarades qui se battent. Et je disais que je trouve quand même absurde que dans un environnement où tous ces responsables publics, que sont les maires, appartiennent à un seul et unique parti, et un parti où il y a quand même une discipline qui est incarnée de façon séculaire, se retrouvent dans des spectacles de ce genre. Moi, je pense qu'ils doivent, par solidarité et par respect du parti qui les a investis, éviter des spectacles désolants. Parce qu'il n'est pas normal qu'on détruise un édifice public qui est bâti et qui doit servir pour le bonheur des Camerounais. Je reste avec vous, Joseph René. Est-ce que l'élection, le mode, la façon avec laquelle ces personnes sont arrivées à ces postes, ça ne joue pas? Non, vous savez que parce qu'on sait comment ça s'est passé pour les maires des villes, pour ceux-là qui sont les maires des communes d'arrondissement, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont plus légitimes ils sont plus légitimes que les maires de ville? Il faut d'abord savoir que lorsque vous êtes des conseillers municipaux, si le peuple vous a désigné comme conseillers municipaux, vous avez toute la présomption de compétence pour pouvoir diriger la mairie. La présomption de compétence. Ça veut dire que chacun des conseillers peut devenir maire ou maire de la ville. Donc il faut d'abord aller sur cette base-là. Et en plus, la meilleure façon d'aller vers une véritable démocratie participative, c'est arriver sur des consensus. C'est lorsqu'on ne peut pas
arriver sur des consensus, normalement qu'on doit aller vers des élections. Mais dans le cadre du RDPC, c'est souvent sur la base des consensus. Parce que les gens pensent que lorsque les élections ne sont pas faites au niveau du management des mairies, c'est parce qu'il y a une absence de démocratie. Mais c'est de façon consensuelle que cela est fait. Et en respect avec la vision globale du parti. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les maires n'appliquent pas leur programme, mais les maires appliquent le programme qui est le programme porté par le président de la République, qui voudrait que le Cameroun, à l'horizon 2035, soit un pays uni dans sa diversité, démocratique et émergent. Et c'est cette vision d'ensemble-là que tous les managers qui accompagnent le président dans l'atteinte de cette vision-là doivent toujours avoir en esprit que nous sommes là pour construire un Cameroun qui doit devenir émergent. Okay. Voilà. Et les batailles donc à l'intérieur de cet appareil ne peuvent pas permettre d'avoir l'optimum de cette action publique qui doit conduire le Cameroun vers l'émergence. Donc en 2030, le président Paul Biya sera là. Justement, Emmanuel, justement, parlant de ces batailles, parlons de ces batailles en interne. Quel spectacle, une fois de plus. On ne va pas parler de Bankanté ce soir, restons sur Yaoundé. Comme il a dit lui-même, à l'intérieur d'une même formation politique, deux camarades s'offrent un spectacle comme ça, comme on a vu à Yaoundé 7 et à Yaoundé 6. Oui, avant, je vais d'abord revenir sur un aspect qui a été dit tout à l'heure. Je pense que dire ici ouvertement que parce que pour le souci de management, on doit piétiner la loi parce qu'on veut satisfaire un objectif que l'on s'est fixé dans son programme d'action. Je pense que c'est suffisamment grave de le dire. Parce que l'État, qui se veut un État de droit, se veut un garant du droit positif, se veut un certain encadrement dans la gestion, dans l'organisation des affaires publiques, qui à la base est encadré par la loi. Si on doit donc violer les lois, parce qu'on veut peut-être donner à boire à un citoyen, je pense qu'on se retrouve dans un état anarchique. Le souci, certes, en management, c'est l'humanisation du service public. Pour le cas du management public, c'est l'humanisation du service public, c'est mettre l'homme au centre des politiques administratives, mais il ne faut pas oublier que cela doit se faire dans le strict respect de la loi. Lorsque je l'ai dit donc, je reviens sur vos questions. Sans être un politique ou n'appartenant à aucune formation politique, je voudrais qu'on comprenne ici qu'il est quand même bizarre qu'au sein de la même formation politique, même si certains vont justifier cela comme relevant de la démocratie ou de la multiplicité des vues à l'intérieur d'une association, il est quand même bizarre que des partis politiques qui se veulent une certaine discipline, qui se veulent une certaine profession de foi, et là je parle sans indexer un parti politique quelconque, qui se veulent une certaine profession de foi, une certaine vision du Cameroun, se retrouvent en train de mener des batailles à l'interne. Cela soulève donc le problème de la subjectivité ou celui de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général qui devrait plutôt animer l'ensemble des maillons du politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de... Vous avez soulevé le problème avec la mairie de Yaoundé 7e, vous avez soulevé le problème de la mairie, de l'élection du maire de Banganté et autres. Je crois que dans le RDPC, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Lorsqu'une décision vient du comité central, elle doit absolument être implémentée au niveau de la base. Parce qu'au niveau du comité central, on a déjà pris des dispositions de consultation de la base, à travers des mécanismes de sondage, à travers des mécanismes de primaire, si jamais il y en a. Mais généralement, dans la logique politique, c'est ce qui devrait se faire. Maintenant, lorsqu'on arrive donc à une position où le comité central dit ceci, et une certaine frange de la communauté dit autre chose,
on s'interroge quand même sur la logique. C'est toujours les travers de la démocratie. On s'interroge quand même. C'est toujours ça, les travers de la démocratie. Je suis d'accord, sauf qu'en démocratie... La démocratie n'a pas de limite. Hein. Je suis d'accord que ce sont les travers de la démocratie. Voilà. Mais lorsqu'on est ancré dans une association, on se conforme aux règles de cette association. Le débat qui doit se faire dans cette association doit répondre aux objectifs de l'association. C'est de ça qu'il s'agit. Si on n'est pas d'accord avec les objectifs qui sont implémentés par la hiérarchie de cette association, on s'écarte simplement. J'ai parlé de consensus et non d'un état de siège. J'ai dit que la première... Utilisez le mot que vous Le premier objectif, c'est le consensus. Mais s'il n'y a pas de consensus, alors on peut aller vers d'autres choix. Mais d'abord, le premier choix, dans un parti où il y a la discipline, c'est le consensus. Bon, quand on parle de discipline, j'ai parlé de débat interne. Ça dit qu'il y a eu consensus au niveau du comité central, que c'est tel qui doit être placé à telle place. Le système des investitures, c'est ça, non? Alors, lorsqu'on investit... Nous sommes à Yaoundé, hein? On n'est pas à Banganté. Je ne parle même pas de Banganté, je parle de manière générale. Oui. Lorsque on a investi quelqu'un, alors la base se plie à l'investiture qui vient de la hiérarchie et on supporte simplement. C'est ça la discipline du parti. Alors, une fois qu'on a des sons discordants, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont une seule voie de sortie. Ils s'écartent et ils vont créer leur formation politique comme beaucoup en ont fait. Il faut leur dire ça, alors, d'aller créer leur formation. Hilaire Zipan, on va parler en quelques minutes des espaces verts. On a vu du côté de Bonamoussadi, on a prévu des espaces verts là-bas, Denver, en face station Tradex, mais on a vu des choses s'élever. Qu'est-ce qui se passe? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais dire à mon ami Mboutou que nous faisons la politique tout en respectant les dispositions légales, quand bien même elles ne sont pas en conformité avec nos aspirations. Merci. Quand bien même elles ne sont pas en conformité. Je ne vais pas parler de politique, je vais parler de management. C'est deux choses différentes. Une société, par essence, elle est organisée. Et une société qui est organisée a des règles. Et une société qui a des règles a des lois. Et une société qui a des règles a également des lois, elle a également des décrets. Le management n'est pas ex nihilo à la société. Ce n'est pas l'envie du management qui définit la société. Ce sont les règles de la société dans lesquelles le management vient s'opposer. Je vais te faire un cours de l'organisation sociétale ici. Je vous ai demandé de me donner la différence entre un administrateur et un manager. Et tout à l'heure, j'ai pris la peine de vous donner la différence entre un administrateur et un manager. Ce que vous dites là, c'est purement l'administration. Et c'est pour cela que nos pays... Je ne suis pas un administratif. Je suis un politique. C'est ça qui amène l'inertie. Je suis un politique. Je ne suis pas un administratif. C'est ça qui amène l'inertie. Je ne suis pas un administratif. Un manager est là pour atteindre les résultats. Voilà l'objectif premier d'un manager. Quand bien même il viole les lois. C'est ce que vous venez de nous dire. À mon Dieu, vision. Si la loi... Que le RDPC peut violer les lois... Non, et on atteint les objectifs. Voilà, vous parlez du RDPC. Non, c'est ce que vous venez de dire. Du RDPC. Permettez, vous venez de le dire là. De RDPC. Vous venez de le dire. Vous venez de le dire. À mon Dieu, vision. J'ai parlé du RDPC. Vous avez dit quoi? Non, mais... Que manager. Et pas de l'honnêteté intellectuelle. Oui, que le manager. Je parle de manager, vous me parlez du RDPC. Oui, mais le manager. Je dis manager, je dis tout manager. Oui. Et je voudrais vous rappeler. Oui, vas-y. Je voudrais vous rappeler que tous les managers camerounais ne sont pas du RDPC. Oui. Bon, alors, et quand deux camarades du même parti se battent, il vient de vous le dire. Quand deux camarades du même parti se battent, sur le prisme de l'administration et du management, c'est quoi? Deux camarades du même parti. Et le parti en question, c'est le RDPC. J'ai dit, ces managers qui sont des maires. Mais alors, mais ils sont pas dit les mêmes choses, tu vois. Doivent avoir un cœur de servir. Mais il faut faire les séminaires. Hein? D'abord le citoyen. Il faut faire les séminaires, non? Les citoyens, eux, il faut faire les séminaires. Bien, alors je réponds à votre question. Non, mais j'aimerais seulement dire que parce que non, quand on est devant une chaîne de télévision aussi écoutée devant le monde entier, il ne faut pas accepter des aberrations pareilles. Je vous donne des paradigmes nouveaux. Vous ne les détenez pas. Je vous parle là en tant qu'expert en management public. Je vous donne des paradigmes nouveaux que vous n'avez pas. Et pour autant. Voilà. Et pour autant. Bon, maintenant, si vous refusez de prendre la leçon, ça vous regarde. C'est bien. Il faudrait mieux faire à vos camarades du RDPC. Qui, au vu de l'occasion, nous donnent l'occasion de démontrer qu'ils sont des incapables. Voilà ce qu'il veut dire. Vous cherchez tout petit moyen pour dire n'importe quoi au RDPC. C'est pas grave. Et je sais que mais la preuve est attestée que... les petits partis d'opposition n'existent que pour dire des choses. Tout à fait vrai. Merci. Tout à fait vrai. Et les inepties sont dites toujours au RDPC. Merci. Bien, je reviens donc à la question. En ce qui concerne les espaces verts. Oui, les espaces verts. 30 secondes, rapidement. Une ville se définit par une organisation, certainement spatiale, par une géographie,
Et ces espaces-là concourent au bien-être de l'ensemble des populations. On a constaté ces derniers temps-ci que ces espaces-là, pour la plupart, sont occupés, soit abusivement, et on peut questionner la procédure dans la manière où elle est faite. Il est sans ignorer qu'il y a un espace public de l'État, il y a un espace privé de l'État, et parfois, entre les deux éléments, on utilise parfois l'astuce d'un pour pouvoir occuper l'autre. Je prends le cas le plus évident. Les cités telles qu'elles ont été construites, prends le cas de Bonamoussadi ou la cité verte à Yaoundé, ont été définies par des architectes qui ont trouvé que pour aérer l'habitation et du bien-être, il y avait de l'espace. Il est regrettable aujourd'hui que cet espace-là soit occupé. Mais pour la plupart des fois, le mécanisme de l'occupation amène des interrogations. En ce sens que, quand vous prenez la SIC, il appartient bel et bien à l'État. Et la ministre a un conseil d'administration. Elle a un référentiel qui est la tutelle. Et pour le cas d'espèce, c'est le ministère de la Ville. Et de l'autre côté, vous avez complètement la communauté qui gère cet espace. D'où vient-il que, entre la tutelle de l'État qui accepte que la dérive se fasse pour l'occupation anarchique et l'espace même occupé par ces populations-là, au moins, parfois ça n'a pas tenu compte de la règle de la planification, il y a des questions. Je prends le dernier cas, celui de Bonamoussadi. Il est dit très clairement qu'à côté des stations-service, des habitations en hauteur ne doivent pas être faites. Mais vous voyez, à côté d'une station-service, il y a des immeubles qui sont faits en hauteur. S'il y a un pépin, comment on s'en sort? Donc il y a ces questionnements-là que l'on pose à suffisance et dans lesquels les insuffisances des dispositions légales permettent à ceux qui sont généralement en fonction de le faire. Le dernier élément qu'on dit, c'est que bien entendu, au grand dialogue national, il a été dit, et jusqu'à maintenant n'est pas implémenté, que les maires doivent participer de la rétrocession des espaces dans leur circonscription de compétences. Okay. Et je pense qu'en ce sens-là, mais aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que ce sont ces propres maires qui aujourd'hui occupent cet espace. Ça veut dire qu'ils peuvent en même temps demander quelque chose qu'on leur rétrocède et c'est les premiers à foutre eux-mêmes le désordre. Je pense que c'est cette incongruité-là qui pose problème dans la ville de Douala. Oui, merci, Lerzipan. S'il te plaît, rapidement. Rapidement. 30 secondes. Oui, je voudrais dire que un manager sur la technologie, sur les mouvements de l'environnement, un manager prend les risques. Un manager prend les risques. Ne pas respecter une disposition légale pour atteindre un objectif, c'est une prise de risque. Merci, et lorsque vous êtes en situation de management, vous devez prendre des risques. Parce que vous ne pouvez même pas innover. C'est ça. Si vous êtes faire des séminaires à tes camarades. Vous ne pouvez pas innover si vous êtes enfermé. C'est beaucoup plus eux qui ont besoin. Merci. Ils ont beaucoup plus besoin. Merci, Joseph René. Tes camarades ont plus besoin. Merci, Lerzipan. Merci à vous. Emmanuel Bon Afana, merci d'être venu. C'était votre première. Madame, monsieur, rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, Colbisson.